Allez, bienvenue à cette première conf de la journée. On a la chance d'ouvrir. Déjà, en préambule, merci à la WAX, merci à The Camp de nous accueillir. En plus, il va faire beau, ça va être une belle journée. Donc, vol WAX 2024, on va essayer de vous embarquer avec nous pour un voyage dans la chaîne de valeur propulsée par le Platform Engineering chez Air Corsica, qui est notre client depuis plus de 2 ans maintenant. Alors, si tout marche, qui sommes-nous? Moi, c'est Frédéric Léger. Je suis freelance, mentor DevOps depuis une dizaine d'années, société Web of Mars. Bonjour à tous, merci d'être là. Emilien Ascal, je suis CTO freelance et je bosse pas mal avec Frédéric. On est membre aussi du groupement Build and Run. Il y a quelques représentants des groupies devant, par exemple. Et on anime aussi le Meetup ex-Marseille DevOps. J'ai besoin du micro. Bonjour, moi c'est Jean-François Vauvard, je suis le directeur informatique d'Air Corsica, qu'on a traîné là avec eux, et j'ai moins de groupies qu'eux. C'est à toi, non? C'est toi qui fais ça? C'est à moi, ouais, c'est à moi. De quoi on va parler aujourd'hui? Évidemment, on va parler de compagnie aérienne, Air Corsica. On va essayer de parler un peu d'excellence opérationnelle, chaîne de valeur logicielle, plateforme engineering, je pense que c'est pour ça que vous êtes là. Et ça va nous amener tranquillement vers la CI/CD et du cloud. Tac. Alors, le plan de vol, on va essayer de la jouer compagnie aérienne. On va vous faire un véritable vol sans turbulence, on vous le promet. Pour l'enregistrement, je vais avoir le mauvais rôle de vous parler. Pardon, c'est Jean-François qui va vous introduire la société, le contexte dans lequel on travaille. Après, on embarquera avec moi. Je vais avoir le mauvais rôle de vous faire des définitions comme à l'école, mais comme ça, on parlera des mêmes choses. Pour le décollage, on va vous montrer l'étude et la planif de ce qu'a été ce projet, comment on l'a mis en œuvre et son déploiement. Et pour l'atterrissage, les bilans, les leçons qu'on a retenues, conclusions, perspectives. Voilà. Si tout se passe bien. Merci, madame, pour ça. Sans transition, je passe le micro à mon commandant de vol, mais qui est affairé, pour vous parler de Air Corsica et son contexte. Alors Air Corsica en 2 mots, Air Corsica, je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est une compagnie aérienne. Plus haut, le micro? D'accord, pardon, je n'ai pas l'habitude. Donc, elle a été créée en 89, essentiellement pour la délégation de services publics. En fait, c'est le transport entre la Corse et le continent. Donc, notre mission, c'est surtout de transporter les Corses sur le continent, pour des problèmes de maladies, d'hôpitaux, un vrai service public. Alors, ça a amélioré beaucoup de choses pour la Corse, la desserte, la fiabilité des rotations. Vous pouvez constater qu'on transporte 1 700 000 passagers par an. Donc cette compagnie, elle prend de l'ampleur depuis 30 ans, elle se complexifie. Il y a environ 400 vols par semaine dans les périodes les plus hautes, c'est-à-dire la saisonnalité juillet, août, septembre. Écoutez, je ne vais pas trop parler d'Air Corsica puisque le sujet c'est informatique, donc on va passer à la slide suivante. Ok, Fred, merci. Alors, Air Corsica, si je vais essayer de vous la décrire en 4 fonctions, en 4 grosses fonctions, c'est un peu pour après faire le rapprochement informatique. L'exploitation, donc l'exploitation c'est le traitement des vols, le traitement du personnel qui fait les vols, et il y a aussi une partie formation. La maintenance, on fait également de la maintenance de nos aéronefs, de nos avions. On a un hangar technique avec, là encore, du logiciel, des gens, des formations. La sûreté c'est particulier à l'aérien, vous connaissez tous le PIF, vous avez pris l'avion, vous savez qu'on se fait filtrer, vous savez qu'on a des consignes très fortes de sécurité. Et dans l'aérien, nous avons un réglementaire très fort. Notamment, on verra un peu plus tard sur les parties cybersécurité et sécurité informatique. Les fonctions support, je pense que c'est fonctions lambda de toute compagnie, la RH, le juridique, des fonctions commerciales et des fonctions SI. Donc on va faire un petit focus sur les fonctions SI. Alors l'équipe Air Corsica SI, c'est 4 pôles, des experts techniques, des équipes de support et l'équipe de développement et une personne de chef de projet qui est dans la salle, grâce à qui je suis sur l'estrade, qui ne voulait pas parler. Ça c'est pour toi. Donc la même chose, ces équipes-là, on n'est pas vraiment gros. On est une grosse boîte, on fait pourtant 400 vols par semaine, on a quand même 10 avions, mais l'équipe informatique, ce n'est pas une équipe super étoffée, on est une dizaine de personnes. Essayer de faire tout ça. Alors, un des objectifs du SI, c'est d'assurer la continuité de la compagnie, de faire qu'elle fonctionne, de faire que les avions puissent se réparer,
maîtriser les coûts. On a les nouveaux réglementaires en matière de cyber qui nous imposent énormément de conformité, traçabilité. Et je vais rajouter le dernier environnement qui est là et qui peut faire beau, mais qui pour une compagnie aérienne, tout le monde le sait, est important, c'est le défi environnemental. Effectivement, on est considéré comme pollueur, donc il va falloir qu'on monte un peu de verdure dans tout ça. D'où le cloud. Donc du coup, maintenant, je vais rendre la parole à Emilien. Je vais lui passer les commandes à Emilien, il va vous embarquer. Et à très bientôt. Merci, capitaine. Ok, tu peux passer à la slide suivante. Donc, je vous ai promis un peu de définition. Je vais éviter d'être trop pompeux. Quand Air Corsica a voulu démarrer ce projet, on s'est posé la question quelle stratégie, quelle discipline, quelle méthodologie on va devoir appliquer. On s'est appuyé sur les pans de l'excellence opérationnelle. Grosso modo, c'est juste comment identifier le meilleur moyen, la meilleure stratégie pour amener l'entreprise vers ses objectifs, vers l'excellence, vers la performance. Ce qui nous intéresse, nous, c'est plutôt les pans ou les piliers de l'excellence opérationnelle sur lesquels on s'est appuyé pour ce projet-là. Évaluer, donc identifier le contexte, Jean-François l'a présenté, se fixer des objectifs atteignables, les fameux objectifs SMART, engager, embarquer les partenaires, les employés dans ce projet-là, mettre en place de l'amélioration continue, Kaizen, et faire du suivi, monitoring, supervision, que ce soit technique et aussi humain. On fait un focus sur ce qui nous intéresse vraiment. L'objectif d'Air Corsica, c'était d'améliorer sa chaîne de valeur logicielle, c'est-à-dire comment optimiser la manière dont elle est livrée de la valeur pour ses clients finaux, que ce soit les particuliers ou les gens qui voyagent et qui utilisent le site internet d'Air Corsica, mais à terme aussi tous les outils internes OSI. Donc cette chaîne de valeur logicielle, elle va de la conception jusqu'à la mise en prod et au monitoring, en passant par les tests, le déploiement automatisé. Donc c'est vraiment ça qui a conduit notre projet, donc mettre en place l'excellence opérationnelle pour améliorer la chaîne de valeur logicielle. Est-ce qu'on peut passer ? Les spécifications qu'on en a sorties, en tout cas les devoirs que nous a donné Air Corsica sur ce projet, il voulait beaucoup d'autonomie. L'ownership, Jean-François en a parlé, c'est la sécurité, la responsabilité d'Air Corsica, elle est très importante. Donc avoir la maîtrise de ses assets, de son code, des outils qu'elle utilise, c'était fondamental. Et l'observabilité, puisque il faut être en capacité de comprendre, surveiller ce qui se passe sur la plateforme, sur les outils. Si vous êtes prêts pour décoller, je vais passer la main à Frédéric qui va vous expliquer plus en détail quelles sont les méthodologies qu'on a choisies et comment ça s'est passé. Et ah oui, il a le micro. J'ai le micro, je n'ai pas besoin, merci. Allez, on va décoller. Quand on a commencé à travailler avec Air Corsica sur le sujet, c'est posé la question de quelle méthodologie on allait appliquer. Évidemment, on avait l'agilité, le DevOps en tête. Nous, avec Emilien, on est de cet ADN-là, donc on avait ça en standard. Mais à ce moment-là, commençait à émerger dans la littérature un terme qui revenait de plus en plus et qui semblait coller à ce qu'on voulait faire, qui s'appelle le platform engineering. Donc on a opté pour cette approche-là. Et on a appris en le faisant, puisqu'on n'y connaissait rien à ce moment-là. En tout cas, on croyait ne rien y connaître, et puis on va se rendre compte qu'après, on peut se rattacher à des choses qu'on connaît déjà. C'est quoi le platform engineering ? C'est l'art de construire et de maintenir des infrastructures, des services et des outils qui vont permettre aux équipes de développement ou de run de se concentrer sur la valeur ajoutée. L'objectif est de rendre plus simple, rapide et fiable la livraison de fonctionnalités aux utilisateurs finaux, donc de produire de la valeur. Généralement, on va avoir une offre qui va être en self-service pour gagner en autonomie, et ces offres en self-service, on les appelle des plateformes, d'où le terme de platform engineering. Je prends ce petit schéma-là. On a nos équipes produits et services qui sont alignées sur la production de valeur business, dont le but va être de sortir des fonctionnalités ou des produits, qui vont se reposer sur le travail d'une autre équipe ou de plusieurs autres équipes qui s'appellent les platform teams, qui eux vont construire des plateformes qui vont permettre à ces équipes-là de consommer tout un tas de choses as a service pour gagner du temps. On va avoir des composants réutilisables, des outils, des services internes
qui facilite le travail, et une somme de connaissances qui sera aussi présentée à nos équipes sous la forme d'un portail de développeurs. Le but de tout ça, c'est de masquer la complexité qu'on peut avoir à délivrer de la valeur pour que ce soit vraiment facile. Dire, je vais utiliser tel composant et tel service et je vais mettre un peu de glue avec et ça va fonctionner. Les composants qu'on retrouve dans une plateforme de type plateforme engineering sont assez standards. On retrouve souvent les mêmes, comme un internal développeur portal, on l'a vu, hein, c'est celui qui agrège la connaissance de l'entreprise, en tout cas la partie IT. Des Golden Pass, qui sont des façons sanctuarisées au sein de la société de faire quelque chose. Je veux créer une base de données, ben, chez nous, ça se passe comme ça. On le fait comme ça. Et on peut le réutiliser. Des outils de gestion de plateforme cloud, qu'on appelle des CMP, des outils orchestrateurs de conteneurs, des outils d'infrastructure as code, de CI/CD, d'observabilité, de gestion des bases de données et des solutions de sécurité. Donc en fait, mis à part quelques nouveautés comme l'Internal Developer Platform et les Golden Pass qui n'avaient pas de terme avant, c'est des outils qu'on retrouve de façon standard dans toute infrastructure moderne. Aussi un schéma qui est sorti de platformengineering.org, qui est le site de référence sur le platform engineering, qui centralise un petit peu tous les efforts. Et en fait, c'est un squelette, ce truc-là. Et le but du jeu va être de venir remplir chacune des cases ici, avec une de vos solutions, ou une nouvelle solution, de manière à maximiser la couverture de votre plateforme sur les besoins de la société. Et donc nous allons maintenant arriver dans la phase de vol. Donc en fait, si je comprends bien, Platform Engineering, il faut être maîtriser Paint.net pour mettre des images sur des canvas, c'est ça? Ça. Ok, est-ce qu'on peut passer à la slide suivante, s'il te plaît? Merci. Donc les étapes pour mettre en place cette plateforme en mode Platform Engineering, relativement évidentes. Il a fallu identifier la chaîne de valeur logicielle au sens de comment Air Corsica veut délivrer de la valeur dans un futur proche. Choisir les outils, Frédéric l'a dit, il faut pouvoir mettre nos petites vignettes dans le schéma. Bootstrapper, déployer, migrer les applicatifs existants, ça c'est la phase un peu plus transpirante. Et accompagner les équipes pour le changement vers les méthodos et les outils. Mettre en place de la MCO parce que une plateforme c'est évolutif, Fred l'a dit, hein, il n'y a pas de magie derrière tout ça, donc la glue, il faut qu'elle soit mise à jour régulièrement. Voilà. Donc on va aller de suite partir dans la phase 0, s'il te plaît Fred. Voici la chaîne de valeur telle qu'elle a été matérialisée pour Air Corsica. C'est pas un Big Bang, hein, j'ai pas fait de... Il n'y a rien d'incroyable là-dedans, ce qui est plutôt pas mal, parce que ça nous permet de nous baser sur des choses assez standards. La seule particularité qui a été mise en place pour cette chaîne de valeur, donc vous voyez, on parle d'une feature ou d'un bug, et on va jusqu'au déploiement en production, c'est classique. La seule particularité qu'on peut mettre en avant, c'est la notion de review app UAT production. C'est vraiment un flow qui a été imposé par Corsica. Ils ont besoin de garder une maîtrise sur cet enchaînement de release, du test jusqu'à la prod, qui doit être automatisé mais manuel, parce qu'il y a des contraintes légales et de sécurité. Donc l'objectif était de pouvoir mettre facilement à disposition des environnements dynamiques pour toutes les features qui étaient développées. Air Corsica travaille avec beaucoup de partenaires, avec des partenaires, pardon. Donc il faut pouvoir leur donner la main, de pouvoir tester leurs fonctionnalités dans un environnement isolé et qui ne nécessite pas une action manuelle d'un opérateur internet. On peut passer à merci. Les outils qu'on a choisis, c'est là que ça devient marrant, on va faire un peu de name dropping. Ah ben je passe le micro à Fred parce que c'est la partie Ops, moi j'y connais rien. Comme plateforme cloud, chez Air Corsica, ils utilisaient déjà AWS, donc on est logiquement reparti sur la même plateforme, sur la même base, qu'on va utiliser essentiellement pour les conteneurs et l'orchestration via EKS, le Kubernetes Manager de AWS. Pour la partie gestion des données, on se base sur EFS pour tout ce qui est fichiers et sur RDS pour tout ce qui est base de données managée, assez classique chez AWS. Et on utilise aussi une fonctionnalité pour la sécurité, c'est CloudFront plus son option WAF pour se protéger des top 10 au WASP qu'un web marchand auquel est forcément exposé un web marchand. Plus anecdotique, on utilise aussi AWS parce qu'on peut avoir des landing zones. L'idée est d'avoir un espace dédié à chacun des sujets qu'on veut adresser et une facturation aussi qui est dédiée. Donc on a une facturation par projet, par BU chez Air Corsica. On utilise TerraGrunt
comme moteur d'infrastructure as code, qui est une surcouche à Terraform, et donc ça nous sert de cloud management platform en même temps. Et un des avantages, c'est que du coup, on peut avoir une vision sur la sécurité de l'infra qu'on a déployé. Parce que tout ce qu'on fait avec Terraform est du coup facilement auditable. Ça nous assure notre PRA si on veut rejouer le Terraform pour déployer ailleurs, une autre région, tout ça, en cas de gros incidents. Et on peut analyser si les best practices AWS sont bien appliquées quand on fait notre infrastructure as code avec des choses comme Shakeoff ou ce genre de choses. Plus anecdotique aussi, on utilise un plugin qui s'appelle InfraCost qui nous permet d'avoir une idée de combien va nous coûter l'infrastructure qu'on déploie. Ça nous permet de garder le contrôle financier de la plateforme sous radar. Pour stocker tous nos mots de passe, on utilise Password Store qui nous permet d'aller stocker nos mots de passe dans un repo Git encrypté. Et le gros avantage qu'on y voit, on essaie à stocker tous les credentials qui peuvent être requêtés par des humains, mais on peut aussi le requêter depuis Terraform, donc TerraGrunt pour nous. Du coup, il n'y a aucun mot de passe dans notre infrastructure as code et on le récupère au moment du run. On utilise Rancher comme Cloud Management Platform. Ça nous permet de gérer un petit peu l'infra et les containers de façon assez centrale, avec tous nos clusters en un même endroit, mais surtout, ce qui nous intéresse, nous, c'est la fonctionnalité de sécurité. C'est-à-dire qu'on a fait en sorte que tous les accès à EKS passent par Rancher. Du coup, il y en a un seul endroit où passent tous les accès, on peut facilement aller couper les comptes des gens, bloquer les accès, sécuriser facilement les IP qui y accèdent et ce genre de choses. Les gros avantages à côté de cette fonctionnalité, c'est que via son UI, Rancher nous permet assez facilement de lisser la courbe d'apprentissage de Kubernetes, qui est quand même un des facteurs clés quand on bascule d'un monde traditionnel à Kubernetes. Donc ça aide vraiment beaucoup. Et on peut avoir une vision assez sommaire du capacity planning. Ça nous permet en tout cas de savoir à peu près où en sont nos clusters et dire il nous faut plus de puissance ou moins de puissance. On peut avoir une vue sur le dashboard assez sympa. Sur la partie dev et la partie intégration, en fait, on a pris l'axe du VCS de Git. GitHub s'est imposé et en fait, on s'est aperçu qu'on pouvait aussi essayer d'utiliser GitHub pour faire notre développeur internal portal ou plateforme. C'est vrai qu'il y a dans la hype des IDP, on a beaucoup Backstage ou Humanitech qui pointent leur bout de leur nez en ce moment. Nous, on a essayé d'être pragmatique et on s'est dit que GitHub pouvait répondre à beaucoup de cases en fait, dans notre développeur control plane et notre integration delivery plane. Bon, version control system, évidemment, on n'apprend rien, mais la gestion de la sécurité avec des PandaBot et GitHub Security Advisor, l'intégration continue et la livraison continue avec GitHub Action, qui est leur solution intégrée. Les fameux Golden Pass, qu'on retrouve souvent dans Platform Engineering, donc c'est mise en place de templates, c'est une feature built-in dans GitHub, faire de l'inner source aussi pour capitaliser sur des repos privés, etc. Mais en plus, GitHub propose de la gestion de projet, donc on a pu embarquer la chefferie de projet dessus. Des fois, ça n'a pas été toujours évident, mais on avance avec ça, parce que grâce à GitHub Action, on peut automatiser aussi certaines choses de manière efficace. Package Registry, on peut stocker conteneurs, les packages Helm en mode CI, donc ça simplifie ça. Et on peut mettre toute la doc qu'on veut. On peut faire de la doc générée avec GitHub Pages, des README. On stocke aussi des architectures Decision Record. Comme ça, les pull requests, on peut gérer ça pour faire les études, etc. Avec les labels, on a et GitOps, pour pas l'oublier. Grâce au repository GitHub, on est capable de faire notre infrastructure as code et tout stocker sur un même environnement. Donc vous voyez que grâce à GitHub et à GitHub Action, on a pu remplir un certain nombre de cases. Un petit outil en plus, merci Fred, tu peux, c'était une seconde, trop rapide. On a mis en place aussi SonarCube qui a permis de mettre en place l'analyse statique de sécurité et la sécurité. Couplé à l'intégration continue, on est capable de s'assurer que n'importe quel développeur, qu'il soit interne ou externe, respecte les règles de sécurité mises en place pour Air Corsica. Ça nous fait des beaux dashboards, des belles petites métriques et on est sûr que notre code il est robuste en espérant que SonarCube l'est. C'est à toi. Pour la partie CD, on utilise Argo CD, qui est vraiment centrale dans l'architecture qu'on a construite.
parce que c'est ce qui nous permet de passer du code et des packages qui ont été buildés à vraiment une réalité en production. Donc, on a mis en place un mécanisme de livraison continue qui est appuyé par GitHub Action et Argo CD. Et j'insiste sur le livraison continue, donc ce n'est pas du déploiement continu, parce que chez Corsica, on veut rester en maîtrise du moment où se font les déploiements, parce qu'il y a des phénomènes de promo, des jours où il ne faut pas déployer, ce genre de choses. Donc on veut rester en maîtrise de ça, donc on fait de la livraison continue, c'est-à-dire que tout est automatisé, mais pour envoyer en production, il faut quelqu'un qui vienne appuyer sur le bouton. Donc on est vraiment sur cet aspect-là dans Argo CD. Les autres fonctionnalités qu'on va rechercher d'Argo CD, c'est son UI, qui est sympa et qui est un outil de visualisation qui est très utilisé du coup chez Corsica, parce que ça permet d'aller voir les logs des conteneurs qui sont lancés, de faire des restarts de certaines choses quand il y a besoin de tester, et ce genre de choses. Et à terme, c'est même un outil qu'on envisage de mettre dans les mains des développeurs externes, parce que ça permettra de leur donner plus de feedback sur ce qu'ils ont fait sur les review apps notamment. Pour l'observabilité, on utilise Datadog, qui était déjà présent chez Corsica par le passé. Et on va aller collecter les logs, les métriques, les traces, les sessions de l'ensemble des applicatifs et en renvoyer tout ça à Datadog pour avoir un seul endroit où corréler les infos. On l'utilise aussi pour d'autres fonctionnalités, comme les tests end-to-end sur les applicatifs, qui soient automatisés ou déclenchés depuis des pipelines de CI/CD. Pour le capacity planning basé sur des métriques, dans les clusters Kubernetes, et pour la surveillance de la performance des applicatifs. Bootstrap, je passe la main à Emilien. Donc comment on a mis en place tout ça? Parce que c'est bien beau de faire notre shopping. En fait, ce qu'on a voulu mettre en place, c'est le socle de notre plateforme. Donc on a mis en place l'inner source, donc les repositories, les templates, les fameux golden pass de platform engineering. On a essayé de factoriser un maximum de la CI/CD pour que ça soit facile à embarquer dans les projets, pour vraiment casser la difficulté de toute cette chaîne de valeur et pour que les développeurs puissent acquérir vraiment la plateforme de la manière la plus simple possible. On a fait la même chose pour les images Docker, pour les modules Terraform et TerraGrunt, de manière à ce qu'une fois qu'on avait développé tout ça, mis en place tout ça, testé tout ça, on puisse se lancer dans la bataille avec un peu plus de sérénité. On a mis en place les environnements dynamiques, nos fameuses review apps, UAT production, et après on a fait la magie, la fameuse glue, comme l'appelle Platform Engineering. On a utilisé un pattern d'Argo CD qui s'appelle App of the Apps ou App of Apps selon les sources, qui permet en fait de centraliser dans un repo la description de notre infrastructure, peu importe l'environnement, et au moins les repositories n'ont juste à appeler via GitHub Action ce repository-là, donc chaque applicatif peut l'appeler, et peut dire, vas-y, j'ai envie de déployer mon tag 1.00, et on a juste à faire finalement une pull request dans le repository, et hop, magic happen. L'intégration avec Datadog, c'est pas anecdotique, puisqu'on a mis OpenTelemetry du log dans chaque applicatif, et, voilà. Et comme ça, au moins, on avait notre plateforme bootstrappée. Deuxième étape, on déploie un projet pilote. Il fallait trouver pas un Hello World, mais il fallait pas trouver quelque chose de trop ancien ou mal maîtrisé pour qu'on passe casser les dents dessus. On a choisi, sans trop de crainte, le projet Air Corsica, donc la site vitrine d'Air Corsica, un beau petit projet quand même, qui a ses spécificités. Donc il a fallu adapter la CI/CD pour faire tourner ce projet-là. Pour info, c'est du Drupal. Donc on est sur une application PHP avec des services tiers qui communiquent, des bases de données, de l'indexation pour la recherche. Il a fallu adapter donc l'infrastructure et faire les transformations applicatives, parce que Drupal n'est pas cloud native ready, donc forcément, quand on passe d'un site qui est hébergé un peu plus statiquement, statefullement, on va dire, à un statelessement, il a fallu faire ces adaptations, prévoir des datasets minimales pour qu'on puisse déployer facilement des review apps, gérer les échanges avec les services tiers, un site vitrine d'Air Corsica échange avec des banques, avec des sites de réservation, donc tout ça, en prod ça marche, mais comment on fait pour avoir des environnements dynamiques? Il a fallu inventer ces solutions-là. Et après, pour éviter de se prendre trop les pieds dans le tapis, on a déployé un environnement par environnement. On a mis en place les environnements dev, on s'est assuré que ça marchait, on a mis en place l'UAT, on s'est assuré que ça marchait, et après on peut aller en prod en espérant que tout marche. Pour la partie gestion de changement, il n'y a pas beaucoup de lignes, mais c'est hyper important. En fait, c'est peut-être ce qui est crucial dans cette notion de platform engineering.
on a mis en place de la formation. C'est beaucoup de méthodos, beaucoup d'outils. On a balancé beaucoup de méthodos, beaucoup d'outils là dans ces slides. Donc il a fallu accompagner les équipes sur ces outils-là pour qu'ils puissent adhérer au projet. C'est un accompagnement qui nous a pris 2 ans déjà et qui continue à l'être puisqu'on a mis en place de la MCO sur l'infrastructure, la CI/CD, les outils et cette fameuse glue. Si vous êtes prêts à atterrir, j'espère que le voyage n'est pas trop compliqué. Je vais donner le micro à Jean-François pour qu'il puisse vous faire part de nos bilans. Ah non, à Frédéric. Eh oui, je les confonds. Bord, c'est moi. Ça va, le vol s'est bien passé. Il est court, hein, c'est plus court qu'un Ajaccio-Marseille. Hein. On est limité par le temps. Bilan et leçons, qu'est-ce qu'on a retiré de tout ça? Vous avez le schéma global de tout ce qu'on a fait. J'ai rempli mon devoir de mettre les petits logos dans les petites cases. Et vous voyez qu'on a toutes les cases remplies, c'est une bonne nouvelle. On a une bonne couverture de cette plateforme. Et on peut voir figurer la chaîne de valeur en jaune, là, les flèches jaunes, la chaîne de valeur telle qu'on l'avait exprimée au départ. Et voir toutes les technos utilisées. Il y a des malins qui diront vous n'avez pas rempli la case IDE. Ouais, VS Code, évidemment. VS Code. Qui utilise autre chose? Non, c'est un troll. Il y a toujours ceux qui vont dire VI, mais... Hein, Rémi? Plus concrètement, quelle forme ça prend côté infrastructure? On a 3 environnements, on a déployé 3 environnements, parce que je parle de plateforme depuis tout à l'heure, mais cette plateforme, on l'a déclinée plusieurs fois. On a un socle de base de plateforme qu'on va spawner plusieurs fois. On a un environnement qu'on appelle Tools, dans lequel il y a Argo CD, Dev et Prod, 2 autres clusters qu'on a créés. Tout ça via TerraGrunt et PasswordStore, le couple qui marche bien pour déployer tout ça. Derrière, la première chose que fait Tools, c'est lancer Argo CD, qui va regarder un repo GitHub, qui est notre source de vérité au sens GitOps, récupère tous les manifestes qu'il a besoin de déployer dans les autres environnements et les déploie en Tools, Dev ou Prod. À côté de ça, ce repo sera alimenté tout au long de la vie des applicatifs par des changements, la création d'une review app, un upgrade dans un environnement UAT ou prod, ce genre de choses. Donc ça va être quelque chose qui va être dynamique. Vous notez que pour aller vers les environnements, Argo CD passe par Rancher, ce qui revient à ce que je disais tout à l'heure par rapport à la sécurisation des flux. Hein. Le seul moyen d'accéder à EKS, à part pour du debug, pour les administrateurs, c'est Rancher. Défis et leçons apprises. La pratique est plus dure que la théorie. Le platform engineering sur les vidéos YouTube ou sur les PDF, c'est sympa, mais dans la vraie vie, c'est un poil plus compliqué, mais ça reste sympa. Juste un peu plus long. L'humain en premier, la plateforme en second. N'oubliez jamais que le but, c'est de délivrer de la valeur pour les développeurs qui eux-mêmes doivent délivrer de la valeur business. Donc si vous avez un trade-off à faire entre votre plateforme ou le service rendu à l'humain, c'est l'humain qui va vous choisir. La plateforme, c'est qu'un socle technique, on s'en fiche. Le réel enjeu, c'est votre production. Ouais, ça allait assez vite de déployer les review apps. C'était un effet très, très sympa. Sauf que dès qu'on arrive sur les phases UAT production, il y a d'autres contraintes. Et on a passé plus de temps. C'est même encore des choses qui continuent. Hein. Aujourd'hui, en constante amélioration là-dessus. Les apps cloud native et les 12 factor compliant, c'est toujours un sujet en 2024, surtout quand on parle de Drupal. On ne veut pas spécialement taper sur Drupal, mais il y a plein d'applications comme ça qui sont utilisées au jour le jour par les sociétés qui ne sont pas vraiment prêtes pour ce genre de techno. Il faut tourner autour. Comment ça, on ne peut pas versionner des points env? Non, on ne peut pas. C'est mal. Et sorti tout droit de Platform Engineering, la Bible, Glue is valuable. Comprenez bien qu'on a mis les outils là, mais tous ces outils, je pense que la plupart, vous les connaissiez déjà. Ce qui a vraiment de la valeur, c'est la façon dont vous les avez interconnectés entre eux et que vous avez mis tout ça en orchestration. Cette colle-là, c'est celle qui a de la valeur. C'est pas Argo CD qui a de la valeur, c'est toute la mécanique qui permet d'utiliser Argo CD dans ce flux-là, non-stop. La plateforme a quelques faiblesses malgré tout. Il y a une intégration assez forte avec AWS, parce que ça nous permet, cela dit, de gros raccourcis. Hein. Ça va plus vite d'utiliser RDS que de gérer ses propres bases de données. Donc, du coup, on utilise RDS. En conséquence de ça, il y a quelques lock-in,
quelques vendors lock-in. L'intégration avec le cloud provider, le cloud, c'est pas un standard, donc tout ce qui a été fait pour AWS, le jour où je veux changer pour un autre cloud provider, faut réécrire. Idem avec GitHub. On a fait de la CI GitHub Action. C'est pas un standard, la CI. Donc on veut aller sur GitLab, il faut tout refaire. Et ChatGPT, il ne sert pas pour faire ça. Hein. Autre faiblesse, c'est la montée en compétences. C'est une plateforme qui reste relativement complexe. Donc quand on vient d'un monde plus traditionnel, il faut quand même le temps d'appréhender tous les concepts et tous les outils. Ça fait du boulot. Et puis les outils qu'on a utilisés, et je pense que c'est le cas de tous les outils aujourd'hui qui sont dans la nature, ils restent perfectibles ou manquent de maturité sur certains sujets. Il n'a pas été rare que pendant le projet, qu'on ait à tourner autour de certains problèmes, voire même à contribuer upstream à certains projets pour dire ça peut être amélioré. Et on peut contourner ça. Emilien, le soir, faisait des pull requests à Docker en leur disant non, mais votre action, Docker, elle est nulle en fait. Qui a été mergée. C'est vrai que ça m'occupe comme ça mes soirées. Les forces de la plateforme, sa plus évidente forme, c'est son adaptabilité. On mesure le succès d'une plateforme de type plateforme engineering par son taux d'adoption. Et aujourd'hui, on se rend compte que les partenaires de Air Corsica commencent à intégrer les plateformes telles qu'on les a montées, et que ce soit aussi bien pour la gestion de projet, même les pratiques de développement qui sont renforcées par la CI/CD, et la stack technologique qu'on propose. L'adoption avance lentement, mais elle avance, et on en est très content. L'autre aspect qui pour moi est une vraie force, c'est que la plateforme est très souple. Je vous donne comme exemple, il y a deux nouveaux projets qui sont arrivés sur le tapis pendant qu'on était en train de construire la plateforme. Et avec Air Corsica, on a décidé de les lancer directement sur la nouvelle plateforme. Et aujourd'hui, c'est 2 projets en production. La plateforme n'avait pas été prévue pour ça, mais on a réussi à les intégrer à la volée. Le nombre d'outils est quand même limité, malgré le fait que ça reste une plateforme complexe. On a quand même un nombre d'outils qui est relativement cloisonné, et ça permet de la gérer plus facilement. Il y a une très forte automatisation, en tout cas au niveau souhaité. Comme je vous ai dit, on veut rester maître des moments de livraison et tout ça, donc on est arrivé au seuil qu'on visait. C'est une plateforme qui est à l'état de l'art, tous les outils en question sont maintenus et sont plutôt à the edge, comme on dit. Et c'est une plateforme qui reste facile à maintenir, puisqu'on est sur de la MCO sur ces plateformes. Il faut qu'on puisse la faire évoluer dans le temps en fonction des différentes versions de tous les outils. Et nous voilà arrivés à l'aéroport. Je vais vous laisser en compagnie de Jean-François avant que vous retrouviez votre famille qui vous attend. Je te passe le micro. Alors, moi, je vais faire une petite conclusion un peu généraliste, comme je sais la faire. Moi, je vais reprendre un peu tout ce qu'ont dit Emilien et Frédéric. Ce qui était important pour nous, c'était mes premières demandes, c'était équipe contrainte, besoin d'automatisation, besoin de traçabilité et automatisme. Automatisme parce qu'équipe contrainte. L'humain, Fred l'a souligné 3-4 fois, l'humain, l'adoption d'une plateforme, travailler avec les autres, l'automatisation, c'était très important. C'est dur, ça a pris 2 ans, ça continue, on continue à rouspéter, à râler entre nous, il n'y a pas de souci, ça se passe, mais c'est efficace. Très honnêtement, ça commence à être efficace, on arrive à déployer, on a un site internet qui va en continu, on le maîtrise mieux, on peut faire plus de releases par an. Les clients sont d'autant plus contents, c'est bien, tout est perfectible, je ne dis pas qu'on a le meilleur site internet du monde, pas du tout, mais en tout cas dans la méthodologie de travail, on s'améliore, et grâce à tous ces outils, et grâce à cette approche proposée, on arrive à une certaine dynamique, même avec une équipe contrainte. Je crois que voilà, côté tech, je vous laisse lire, je ne vais pas vous citer tout ça, c'est pas... Alors la suite, ok pour la suite. La suite en fait c'est de continuer à amener les équipes. Alors l'IT ça prend, les projets informatiques il n'y a pas que de l'IT, le site internet il n'y a pas que l'IT, il y a aussi les commerciaux en face, les méthodologies de travail, améliorer les sécurités, renforcer l'utilisation du cloud pour cet aspect green dont je parlais au début. On migre tout doucement d'une plateforme in-house à une plateforme cloud.
pas que sur le web. Donc on essaye d'utiliser au maximum les compétences acquises dans ces projets pour aller de l'avant. On va améliorer en continu la formation des utilisateurs et de l'informatique pour aller de plus en plus vers ce genre d'infrastructure avec l'aide d'Emilien et Fred toujours. Enfin pour cette année, après on verra. Et voilà, sinon j'ai pas d'autre chose à dire à part merci à tous, merci à l'équipe informatique, merci à eux aussi. C'est un beau projet, bien complexe, mais qui vaut vraiment le coup d'être fait. Voilà. Voilà. On est Question ? arrivé au moment des questions. Time keeper, on est OK, hein? Est-ce qu'il y en a qui ont des questions? Cédric qui a une question. Est-ce que tu as un micro pour lui? Que tout Le monde micro en arrive. profite. Messieurs, est-ce que vous pouvez passer le micro qui est sur la table, là, juste à côté? Sinon, on y va nous. Oh mon Dieu, c'est Cédric. Ouais. Vous utilisez un seul Argo, c'est ça, qui fait multi-cluster? Oui. Et vous le gérez comment? Sur un cluster ou sur... Sur le cluster de tooling, il est déployé sur le cluster de tooling. D'accord, ok. Il fait partie de la phase de bootstrap quand on crée le cluster de tooling qui est forcément le premier. Tu peux peut-être revenir sur... Le déploie Argo, la ouais, je slide. peux revenir sur le schéma. Tac, 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 tac. Tac, tac. Hop, C'est bien. celui-là, tu vois. Ok. C'est genre l'étape 0. Déployer tooling, déployer Argo. Ça se fait de manière automatisée, hein, déployer Argo. Et ça marche, Je pose la ça marche question. bien Argo en multi-cluster? Top. Il y en a une en haut et après ça va te redescendre. Oui. Bonjour, merci pour la présentation. Alors, De vous rien. avez parlé de GitOps, Oui. MCO, beaucoup d'MCO. Est-ce qu'il y a qu'est-ce que vous faites pour mettre à l'épreuve le MCO avec le GitOps, des choses comme le disaster recovery? Est-ce que vous faites du chaos engineering, des choses comme ça? Alors, tu veux y répondre ou je En première phase, déjà, il y a beaucoup de tests unitaires et intégration, et toutes les dépendances sont mises à jour automatiquement par Dependabot et GSA. Donc déjà, on a cette première vision avec des crash tests d'intégration. Sur la partie chaos engineering, je te laisse répondre. Ouais, globalement, l'approche globale de la MCO sur ce projet-là, c'est de se maintenir à jour. Ça, c'est le premier aspect dont tu as parlé, Emilien. Et essayer de suivre le rythme de patching des applications. C'est essentiellement ça. Après, on ne fait pas de tests disaster recovery et tout ça pour vérifier qu'on arrive à popper des environnements. Mais cela dit, je vous ai montré dev prod. Il faut savoir que dans la réalité, c'est un poil plus complexe que ça. Il y a un dev prod par sujet. Donc on spawn assez souvent des nouveaux clusters. On peut vérifier que ça fonctionne et que les trucs sont à jour. Après, je ne sais pas si ta question avait une autre portée que celle-là. Non, c'est ça. Est-ce que vous avez en plus parlé de développement en Canary. Est-ce que vous faites du coup, tu as parlé de... Ça, c'est dans les to-do de l'an tuyaux, prochain, Mais probablement. est-ce que vous faites déjà, par exemple, du déploiement blue, green, pour changer Alors, un on élément de on prod? fait du rolling update natif à Kubernetes aujourd'hui, d'accord ? D'accord. Sachant que c'est éminemment compliqué avec Drupal parce qu'il n'a pas été prévu pour. Donc, on a fait des choses.